Bonsoir, eh bien, aujourd'hui c'est dimanche 2 ou 3 août, 3 août, certainement. Donc, on va aller, là ça a été un peu compliqué de me rendre disponible, donc je pense que là, la minette cannelle, elle va être affamée. Je ne sais pas si ses propriétaires devaient revenir, en tous les cas, j'ai pas eu de nouvelles, donc on va aller voir si j'ai pris 2 sachets parce que je pense que la pauvre elle va être affamée. Allez, on va la retrouver. De toute façon, quand elle entend ma voix, elle se manifeste. Et là, je crois qu'elle va être. Eh oui, elle attend de pied ferme sa pâtée. Bon, on va voir si Cannelle. Ah bah voilà, elle attend, hein? Elle attend, hein? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, hein? T'as faim, hein? Ah oui, puis elle est bavarde, hein? Elle est, elle est bavarde, eh oui, hein? Allez, on passe aux choses sérieuses là. Bah oui, hein? T'as faim? Eh oui, eh oui, hein? Allez. Attends. Mais oui, je sais. Je sais que t'as faim. Affamé. Ah. On va en donner 2 pour la peine. Ouais, parce que... Pauvre. Après, ils aiment bien celle-là. Hein? Oh, ça c'est bon, ça. Voilà. Avec l'eau, je pense qu'avec ce qu'il a tombé, il doit y avoir ce qu'il faut en eau. Hein? Ça va? Mange tout doucement, hein, parce que tu vas encore t'étrangler. Allez, c'est parti. Vous voyez, on reprend nos petites habitudes. Notre petit chemin. Bon, il est assez tard, là, je pense qu'on frise les 20h, mais il fait encore beau. Il fait jour. Belle journée aujourd'hui. Pas trop chaude, juste ce qu'il faut. Et du soleil, donc ça va. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le village. Mais par contre, ça a séché rapidement puisqu'il y a eu de la chaleur juste après. Après, les dégâts, oui, il faut, comme toujours, tous ceux qui sont dans tous les rez-de-chaussée des maisons, c'est toujours pareil. Il va falloir tout refaire. À chaque fois, il y a des travaux, des expertises, enfin, c'est tout un bins. Alors, oui, ça bouge. Ça va bouger dans les semaines qui viennent, certainement. Bon, le Proche-Orient, on sent que ça... Après, les médias, ils en font beaucoup. Et je ne sais pas si réellement il y a un danger ou pas d'embrasement, ou si ça va être contenu. Est-ce que les Iraniens avaient des complicités pour autoriser les Israéliens à exécuter le chef du Hamas, là, celui-là qui a été exécuté, là. Est-ce que les Iraniens sont de mèche avec Israël ou pas? Ou est-ce qu'il y a à l'intérieur du régime iranien des gens qui ont renseigné? Vous savez, franchement, ces pays-là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais ça fonctionne différemment que chez nous. L'Orient, comme disait De Gaulle, c'est compliqué. Je crois qu'il avait dit ça quand il était revenu. Oui, c'est un peu compliqué. Et on ne peut pas plaquer surtout de notre côté, nous,
hyper rationnel et binaire aussi, parce que nous, il nous faut toujours un bon et un méchant. Là-bas, ça marche pas comme ça. Ça marche autrement. Et donc, c'est pour ça que nous autres occidentaux, on a du mal à pénétrer ces cultures, parce qu'elles fonctionnent suivant d'autres règles, je dirais, d'autres lois. Et quand on arrive avec nos gros sabots, nos valeurs occidentales, nos droits de l'homme et tout, évidemment, ça ne fonctionne pas. Même auprès de la population, ça ne fonctionne pas. Mais ça, on n'arrive pas à comprendre que d'autres gens puissent fonctionner différemment que nous. Encore faut-il que ceux qui viennent chez nous acceptent notre mode de fonctionnement aussi. Ça doit être réciproque. Et là, on pourrait parler de l'Angleterre. Ah oui, en Angleterre, ça y est, le problème ethnique est en train d'exploser, comme il explosera un jour en France. C'est inévitable. Parce qu'il y a un mélange qui ne peut pas se faire. C'est ça qu'ont pas compris les progressistes, c'est que le vivre ensemble n'existe pas. Vous avez forcément des entités qui sont des entités ethniques qui ne sont pas conciliables, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent vivre côte à côte, mais pas ensemble. Ça ne marche pas. Et donc, un jour ou l'autre, ça explose. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Angleterre. Ben, c'est triste parce que il va y avoir... j'écoutais pour le coup intéressante la dernière vidéo d'Aldostérone. Aldostérone, hein, c'est ça. Il vit en Angleterre et il disait que là-bas il y a une vraie précarité quand même. C'est pas, l'État ne distribue pas l'argent comme chez nous. Mais là-bas il y a une vraie précarité, c'est-à-dire qu'ils ont une pression fiscale de plus en plus forte et pas justifiée. Et beaucoup d'argent est envoyé pour l'Ukraine alors que le peuple crève la dalle. En Angleterre, en tous les cas, il y a encore un prolétariat, visiblement, qui a encore un peu de ressources. Et donc, ils en ont ras-le-bol, quoi. Ils en ont ras-le-bol des islamistes. Et ça se manifeste là aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Alors, ce qui est marrant, c'est que la police anglaise, pour l'instant, protège les islamistes contre les Britanniques de souche. Mais gare aux policiers qui n'ont pas compris que c'était pas comme ça qu'il fallait jouer la partie, quoi. Parce que là, ils sont en train de prendre parti pour des islamistes qui sont en train d'envahir le pays, quoi. Ils sont en train de prendre parti, ils sont en train de prendre possession du pays, et comme une espèce de réflexe de survie. Vous avez des Anglais qui disent non, ça suffit, on n'en veut plus, c'est fini. Et ils mettent tout le monde dans le même paquet. Donc Aldo dit si on tombe sur moi, lui qui est plutôt qui est pas pro-immigrationniste, tout ça, il dit s'ils tombent sur moi, ils vont voir que j'ai une gueule de rebeu, ils peuvent me frapper. C'est ça le problème d'une guerre civile ethnique. C'est qu'après il y a des amalgames qui sont faits et du coup il n'y a plus de distinction entre les bons et les mauvais. Tout le monde passe à la casserole, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors si vous avez les Arabes qui chopent un blanc, ils vont le massacrer. Si les blancs chopent un arabe, ils vont le massacrer. Ils vont plus faire la distinction. C'est le problème de la guerre civile. Il n'y a plus... les règles sont encore différentes là aussi. Elles sont globalisantes. Et pour tous les gens qui disent il ne faut pas généraliser, là vous allez voir s'il ne faut pas généraliser. Ça va généraliser. Parce que la nature humaine est comme ça. Puis vous n'allez pas la changer, la nature humaine. C'est ça qu'on ne comprenne pas les gens. Ils ont beau faire du wokisme, ils ont beau faire du wokisme, du transgenre, de tout ce que vous voulez, ils vont pas changer la nature humaine, même du transhumanisme, ils ne peuvent pas la changer. Ils ne peuvent pas la modifier. Les bases mêmes de la nature humaine rejaillissent toujours, sous une forme ou sous une autre. Et les bons comme les mauvais côtés. C'est comme ça. Maintenant, peut-être que ça va se calmer, on ne sait pas, mais il y a les fondamentaux sont là, les fondamentaux sous-jacents sont là de cette potentielle guerre civile. Alors il y a
il y a des spasmes comme ça d'un seul coup, c'est spasmodique, ça vient comme ça se manifeste et après ça rentre, tout le monde rentre à la maison, mais un jour ou l'autre ça finira mal. C'est obligé que ça finisse mal. Et les apprentis sorciers du vivre ensemble et du mondialisme, eux, soit ils sont complices, ils le savent et ils le font exprès, volontairement, pour éclater la société occidentale et afin d'étendre leur pouvoir mondialiste, soit ils sont naïfs. Moi je pense qu'il y a les deux, il y a ceux qui sont naïfs, qui sont presque sincères mais naïfs, et puis vous avez ceux qui sont machiavéliques, c'est-à-dire qu'ils ont compris que pour mettre le chaos, il fallait beaucoup d'émigration, surtout une émigration non éduquée qui vient de pays où déjà les gens ont été matraqués psychologiquement et on présente des pathologies psychologiques, ce qui fait qu'en les important chez nous, ça se manifeste par des tueries, des trucs comme ça, des gars qui viennent avec des couteaux et qui se mettent à poignarder des enfants. Parce que chez nous, on a eu ça, Nancy, faut pas oublier. On oublie nous, on oublie tout. Ça, c'est le fameux déni français, on oublie. On veut pas, c'est les vacances, on oublie tout là. On a tout mis comme ça. On a mis un chapeau sur la réalité, puis on est en vacances. Faut profiter. C'est le mois d'août, donc on va tous au bord de la mer. On profite, et puis on verra bien ce qui arrivera demain. Ça, c'est la mentalité française. Ma foi, je sais pas si c'est bien ou pas bien. En tous les cas, c'est ce que je constate autour de moi. Là, c'est l'été. Faut regarder les Jeux Olympiques. Et puis il faut faire comme si tout allait bien. Puis après on verra. Bon, ceux qui ont été noyés là l'autre jour par la rivière, c'était pour eux, pour ceux qui étaient. En plus, il y en a qui sont partis en vacances, ils vont retrouver leur maison dans un sale état. Oui, parce que évidemment que ça arrive. Il y a un défaut quand même d'anticipation de ces questions-là naturelles. Les gens. Les milliards ne sont pas investis là où il faudrait. On a investi 1,4 milliard pour la Seine, pour qu'on se baigne dans la Seine. Et là, dans nos villages, dans nos collines, là, il y a un travail à faire de fossé, de drainage de l'eau pour que l'eau soit drainée dans des endroits et des réserves. Autrefois, on faisait des plans d'eau pour justement éviter ça. Enfin, il y avait des haies, tout ça. Il y avait toute une infrastructure qui était laborieusement mise en place par les gens de la terre, qui avaient compris comment fonctionnaient les pluies, les sécheresses, même tout ça. Tout était plus ou moins anticipé par des travaux d'infrastructure qui permettaient de sauvegarder les maisons et tout ça. Parce que là, on est parti pour avoir des inondations tous les ans là, à ce niveau. Et les gens, ils ne pourront plus habiter dans leur maison. Alors, il y en a qui me disent qu'ils n'ont qu'à déménager. Le problème, c'est que quand vous êtes propriétaire dans une zone inondable, c'est un petit peu compliqué à vendre et à acheter une autre maison. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont piégés. Une fois que la zone est déclarée inondable, vous ne pouvez plus vendre votre maison. Et du coup, vous êtes coincé. Vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas abandonner votre maison et puis partir comme ça, vivre n'importe où sans moyens. C'est pas possible. C'est pour ça que les gens restent. Enfin, ça tombe sous le sens. Et du coup, voilà quoi. Alors vous voyez, il y a des choses à faire. Puis on envoie des milliards pour l'Ukraine, pour défendre un Zelensky qui est un corrompu de première, un pays archi corrompu, où vous avez la moitié des Ukrainiens qui ont déjà fui le pays et qui se la coulent douce en Europe. Et nous, on envoie chez eux de l'argent, des milliards, alors qu'on a des travaux énormes à faire justement dans nos campagnes, les fossés, tout ça. Il y a un travail de malade. Et là, on pourrait créer des emplois, je suis sûr, là. Mais qui irait travailler la terre? Qui irait creuser des fossés, tout ça? Là, je pense que les gens, ils préfèrent rester chez eux avec le RSA, les allocs et tout, que de se faire chier pour un SMIC à creuser toute la journée des fossés. Vous voyez, c'est là aussi que les choses ont changé. Donc, on est dans un pays où on dépense énormément en assistanat, alors qu'il y a du travail. Il y a du travail, énormément de travail dans la nature à faire. Entretien des bois, entretien des forêts, entretien des fossés. Il y a énormément de travail. Et cet argent, au lieu de le donner aux gens à rien faire, on ferait mieux de le donner pour que justement ils travaillent. Et après, maintenant, on a des machines, on a aussi des outils, on a des perfectionnés qui font que c'est plus les travaux d'autrefois, quoi. Physiquement, c'est moins exigeant. Mais il y a un vrai travail à faire dans toutes les campagnes françaises pour éviter justement ces catastrophes qui se répètent d'année en année.
Mais ça, il n'y a aucune volonté politique, évidemment, d'entamer un tel débat. Parce que ça rapporte pas. Ça rapporte pas au niveau des élections. Mais on peut créer tout cet argent qui va en aide sociale, il faut l'investir dans des emplois rémunérés dans les campagnes pour justement refaire des travaux d'infrastructure pour que justement on n'ait plus ces catastrophes d'inondation, tout ça. Là, à la Ferté-Gaucher, il y a à nouveau les magasins qui sont fermés, ça met des entreprises en cessation d'activité, ça coûte énormément d'argent. Et tout ça, tous les ans, la Ferté-Gaucher est quasiment inondée, enfin souvent. Il y a un magasin qui s'appelle Action, ça fait déjà 2 fois qu'il va être inondé. Vous vous rendez compte pour celui qui a investi là-dedans? C'est la catastrophe, quoi. Alors donc du coup, voilà. Mais il n'y a que Faucon, c'est facile à dire. Mais on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas les intelligences pour justement redonner un sens à tout ça. Il n'y a pas de véritable volonté. Aujourd'hui, on est dans des discours de court terme, on est dans des débats stériles, puis l'écologie a fait beaucoup de mal. Là aussi, ils sont intervenus là où il fallait pas. Il paraît qu'il ne faut pas creuser les fossés pour les écolos, tout ça, c'est ce que j'ai vu. Je ne suis pas au courant de tout ça, mais il paraît que c'est contre-productif pour sauver la biodiversité. Ils sont prêts à inonder aussi les campagnes et tout ça, parce qu'il ne faut pas toucher aux fossés aussi. Il faudrait voir un peu aussi ce que prétendent les écologistes quant à ces travaux qui seraient nécessaires à faire et que malheureusement ils s'y opposent parfois pour des raisons de biodiversité, je ne sais quoi, et en fait on se retrouve avec des catastrophes. Là aussi, il y a chez eux un point, ils vivent tous en ville, les écolos, ils n'en ont rien à branler des gens qui vivent à la campagne, et c'est eux qui imposent tout, parce qu'on leur donne les clés. C'est pareil, on leur donne le pouvoir, ils ont le pouvoir partout. Mais c'est ça le drame, c'est que dans nos administrations, dans nos ministères, tout ça, c'est l'extrême gauche qui a quasiment pris le pouvoir aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas discuter que ces gens-là, c'est des idéologues. Donc eux, ils ont déjà... eux, c'est le soviétisme, quoi. C'est des grandes barres d'immeubles, on met tout le monde dans des cages, et puis les gens ne bougent plus de chez eux. Comme ça, c'est très écolo. Ou alors ils rasent des forêts pour mettre des éoliennes ou des panneaux solaires. J'ai vu ça, des trucs comme ça, complètement absurdes. Mais c'est les écolos qui décident ça dans leur ville. Parce qu'eux, ils veulent continuer à vivre dans leur petite ville et ils espèrent grillager la ville comme ça pour la sécuriser, pour plus avoir justement des problèmes d'insécurité. Puis ils vivront dans leur petit confort, dans leur petite bulle parisienne. Et les restes, tout le reste des campagnes aux alentours, des banlieues, se paieront toute la merde. C'est ça leur vision, c'est horrible. Ils sont vraiment horribles, ces gens-là. Enfin voilà. Ouais, ça vient. On voit bien que l'eau, là, ça a tout ravagé, il n'y a pas de fossé. Alors, évidemment, il est complètement défoncé, le chemin, là. Qu'est-ce que... Ah, il y a des rigoles partout. Ah, rien n'est pensé, rien n'est pensé. Ça va pas du tout. Pour ça que la terre... Alors, c'est pareil, quand vous avez de la pluie comme ça qui vient en grande quantité, ça crée une érosion, vous avez la terre qui s'en va, il ne reste plus que des cailloux dans les champs. Ici, il n'y a plus que des cailloux, là, quasiment, dans ce champ. Donc, Proche-Orient, on résume. Proche-Orient, on attend. Il paraît que ça va chauffer. Est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce que tout ça, c'est de l'agitation pour occuper les esprits, ou est-ce que c'est réel? Parce que Netanyahou, il se sent bien, Netanyahou, il se sent avoir des ailes en ce moment. Et certainement qu'il y a anguille sous roche, je sais pas. Vous savez, on est loin d'avoir toutes les clés du sujet, hein, et ça sert à rien de spéculer. Alors là, ils ont fait un fossé, donc c'est bien.
voyez, voilà, pour éviter qu'il y a, voilà, je vais vous faire voir, parce que ça c'est, je sais que le paysan avait fait faire ça, et ça a été bien réussi, comme ça il n'y a pas eu de dégâts là, je vais vous faire voir. Et ça c'est récent, donc là, sur ce chemin-là, comme il y avait un problème de stockage d'eau qui stockait, je pense que le paysan il a fait faire ça, donc vous voyez, il y a l'eau, vous voyez, là, vous avez le champ, l'eau tombe là, dans ce trou qui a été fait intentionnellement. Ils ont passé sous la route, dans le chemin, ils ont passé une gaine, enfin un tube, comme on dit, et puis ça ressort là. Et là ils ont refait et là ils ont refait, et l'eau ressort là. Et là ça part comme ça. Donc ça évite justement que l'eau stagne sur les champs là-haut, qu'il y en retrouve partout ici, parce qu'avant ça allait là-dedans et ça emmenait toute la terre qui était là. Donc là, l'eau ne va plus du tout sur ce champ-là. Et là, rien que d'avoir fait ça, c'est quelqu'un qui connaît bien l'endroit, qui a bien observé, ben là, hop, voilà comment on faisait des fossés autrefois. Vous voyez, ça a été fait là récemment, ça. Ben, vous voyez, le résultat il est positif. Donc si tout était fait avec cet esprit-là, évidemment qu'on n'aurait pas les catastrophes qu'on a. Voilà, je reviens. Oui, alors comme je vous disais, pour le Proche-Orient, on va voir si c'est sérieux ou pas. Parce que il paraît qu'il y a un pont aérien entre la Russie et l'Iran, qui aurait été pour que la Russie fournisse des armes à l'Iran. J'ai vu passer ça. Donc ça voudrait dire que l'Iran est en train de s'équiper en armes beaucoup plus lourdes auprès des Russes. Il y a eu des échanges, des accords entre les Russes et les Iraniens. Mais le régime iranien, il me semble bien fragile, moi. Puis la population, je sais pas, il y a une partie de la population qui ne suit plus le régime. Ça me paraît bien compliqué. Hein. Non, je pense que les Israéliens vont arriver à leur fin, c'est-à-dire ils vont arriver à s'attaquer au Hezbollah au Liban, qui reste leur deuxième menace après le Hamas, après l'Iran, peut-être l'Iran, avec l'aide des États-Unis. Est-ce que ça va se transformer en catastrophe pour les Israéliens? Est-ce que les Israéliens sont pris en otage? Vous savez, il doit y avoir beaucoup d'Israéliens qui sont en train de se demander où est-ce qu'ils vont aussi. Ils n'ont pas... il n'y a pas de consensus non plus chez eux, hein, avec Netanyahou. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ils ont des points de vue aussi qui sont différents parce que ils ont des familles, pareil, ils ont pas envie non plus d'aller vers une guerre totale. Et on se demande toujours, nos dirigeants, vers où ils nous conduisent. Et c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. On préférerait, si vous voulez, avoir des dirigeants qui œuvrent qui puissent œuvrer avec sagesse et fermeté parfois aussi, parce qu'il faut de la fermeté, mais avec sagesse. Et il manque un peu de sagesse, c'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Et puis vous avez ceux qui vraiment sont payés et infiltrés pour créer le chaos. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on a célébré Dionysos à l'ouverture des Jeux Olympiques, parce que c'est le dieu du chaos. Et c'est pour ça que cette ouverture des Jeux, elle est très significative, parce qu'en réalité, après avoir inversé les choses en les profanant, en ayant inversé le sacré, on transgresse le sacré pour justement créer le chaos. Et Dionysos arrive là, le dieu Dionysos, qui est le dieu du chaos, le dieu de la transgression. Et donc, autant la transgression fait partie de la vie, il ne faut pas la refouler, la transgression. Il faut savoir que tout être humain, on a tous besoin de transgresser. Mais donc, le refouler, ce besoin de transgression, c'est directement aller vers une névrose. Donc, c'est pas bon. Il faut simplement la canaliser, notre transgression. Il faut la canaliser dans un champ intime, déjà, d'une certaine manière. Et puis, il ne faut pas la revendiquer comme une chose qui est forcément la revendiquer comme un étendard. Il faut savoir que cette partie-là existe en nous. C'est la nature humaine qui est complexe et qui est faite de plusieurs fonctions et elles ne sont pas toutes reluisantes.
mais que cette fonction de transgression, elle est nécessaire dans un équilibre global. Et c'est ce que disent peu de personnes, et ce que n'ont pas enseigné les religions. Et c'est là qu'on s'aperçoit que quand vous avez un pouvoir qui transgresse, mais d'une manière flagrante et qui exhibe sa transgression, là on tombe dans un registre justement où à nouveau on perd l'équilibre et on va vers le chaos. Parce que le Dionysos, c'est Dieu du chaos et de la transgression. Mais il faut savoir que si dans la mythologie on a ces éléments-là, ça fait partie en gros du monde humain, de la vie humaine qui sont exprimés à travers les mythologies. Et donc on sait très bien que l'homme, le carnaval, c'est une transgression autorisée. Bon, bah vous avez une journée consacrée, ça existe dans toutes les civilisations, une journée quasiment, et les films, La Purge, c'est un peu ça, vous voyez, qui a été faite par les Américains, mais c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'il y a une journée consacrée à la transgression. Le carnaval, c'est la journée consacrée à la transgression. Vous avez le droit, le jour du carnaval, à faire tout ce que vous voulez. C'était un peu ça le but de cette journée. Et ça s'appelle carnaval dans certaines sociétés, ça s'appelle autrement dans d'autres, mais le principe, il est que vous canalisez la transgression, mais vous l'autorisez à un moment donné. Le problème, c'est que quand vous n'autorisez pas la transgression, je vous l'ai dit, ça crée une névrose et ça crée une méga transgression. Ça peut aboutir à une méga transgression qui est évidemment préjudiciable au groupe. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans notre société, même dans nos vies, avoir cette soupape, je dirais. C'est-à-dire, c'est prendre une bonne cuite, une fois peut-être par an, ou j'en sais rien, ou 2 fois par an, j'ai pas de règle, mais je parle d'une bonne cuite, ou d'une fête, ou je n'en sais rien. Je ne vais pas donner de détails, mais il est important que tout être humain sache qu'il a besoin, dans une certaine période, de transgresser. Il en a besoin. Ça fait partie d'un équilibre. Et c'est comme ça que vous avez la société tient. C'est par ces mécanismes d'équilibre où justement les choses ont leur place. Et le Dionysos a sa place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a consacré la transgression comme une règle générale, comme une règle de vie. Et là, ça ne va plus. C'est là qu'on a basculé. On a basculé dans un délire collectif que les gens ne peuvent pas identifier parce qu'ils n'ont pas les outils ni les clés pour identifier ça. Moi, je ne prétends pas les avoir, mais avec mon petit raisonnement et ma petite tête, j'arrive à voir que là, avec Macron, il nous a fait basculer dans une transgression qui est une forme une transgression qui est une forme d'exhibition d'un principe qui devrait être justement occasionnel et canalisé. C'est là qu'il a eu tort. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple avec le transgenre ou les travestis et tout ça. Vous aviez un cabaret qui était tenu par Michou, tout ça, et dans le 18e, il y avait cette partie où on allait s'encanailler un peu, et il y avait des travestis, il y avait des drag queens, tout ça, qui allaient chez Michou, qui dansaient, tout ça. Enfin, c'était des transformistes, on appelait ça. Bon, ça ressemblait un peu à ce qu'aujourd'hui on nous présente comme mais pas du tout le même état d'esprit. Alors là vous aviez, il le savait Michou, qu'il était tout à fait conservateur, d'ailleurs c'était quelqu'un qui était conservateur, mais il avait sa place dans la société. C'était une petite place, un endroit particulier où on allait s'encanailler une fois de temps en temps, et encore s'encanailler, n'exagérons rien, mais enfin, il avait sa place. Et là, tout va bien, l'équilibre est maintenu, vous voyez, et il n'y avait pas de problème, de rejet, de quoi que ce soit, parce que c'était à sa juste place. Mais aujourd'hui, le fait de l'avoir généralisé, d'en faire une règle presque, et de conduire les enfants à participer à cette transgression, je dirais d'une manière radicale et presque obligatoire, là, on va vers le chaos, un chaos qui va provoquer fatalement, un jour ou l'autre, une réaction. Et la réaction sera violente, c'est obligatoire. C'est que ces gens soit le savent, soit ne le savent pas, comme je dis, mais s'ils le savent, ce sont vraiment des apprentis sorciers qui veulent mettre le feu au pays. Et il peut y avoir justement, à un moment donné, un gros souci de ce côté-là. Donc c'est un sujet intéressant aussi, ces sujets-là, mais on ne les aborde pas toujours sous le bon angle. Vous savez, avant d'aborder
la vie spirituelle et la vie intérieure, il faut déjà bien comprendre comment fonctionne notre nature humaine. Dans quoi on est incarné? Dans quoi on se débat? Est-ce qu'on est déjà tout seul ou pas? On n'est pas toujours tout seul dans notre corps. Et donc il faut bien être conscient que on appartient à cette famille humaine qui est traversée par des éléments qui sont souvent contradictoires. Et c'est pour ça qu'on est parfois contradictoire, parce qu'on est nous-mêmes fabriqués d'une manière avec des contradictions internes. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est l'harmonie. On aimerait trouver l'harmonie. Et qu'est-ce qu'on a fait pour trouver l'harmonie? On a fait des trucs. On a inventé des rituels. On a inventé des coutumes. On a fabriqué des sociétés, des civilisations qui consistent, tant bien que mal, à créer une forme d'harmonie collective. Et ensuite, à partir du moment où vous avez une vie relativement harmonieuse sur cette planète qui n'est pas forcément, elle est harmonieuse, à ce moment-là, vous avez les bases pour entamer une vie intérieure et commencer ce chemin intérieur qui est un chemin évidemment contemplatif et un chemin solitaire. Parce que pour entamer ce chemin, en tous les cas, on a besoin de périodes de solitude pour être confronté à soi-même, ne pas toujours être plongé dans une forme de divertissement illusoire qui serait la compagnie des humains. On a besoin de se retirer, on a besoin des autres, mais on a besoin aussi de se retirer. Et à partir du moment où on entame ce travail intérieur, qui est une découverte de l'âme, et qui est une forme de familiarisation avec l'âme, on découvre des choses. On découvre certaines choses, mais la vie passe très vite. Et malheureusement, comme elle passe très vite, on n'a pas le temps de découvrir grand-chose. Parce que, après avoir fait ce travail d'harmonisation, qui est déjà un travail immense, qui est déjà un travail, je dirais, c'est comme dans une maison. Vous avez déjà les gros travaux. Puis ensuite les finitions, les fondations. Donc là, on n'en est qu'aux fondations. Et on est loin des finitions. Et c'est pour ça que collectivement, c'est un peu légitime de chercher une forme d'équilibre et d'harmonie. Parce que sans harmonie et sans équilibre, vous ne pouvez pas entamer une vie intérieure. C'est impossible. Si vous êtes dans un pays qui est toujours dans le conflit, où on alimente le conflit en permanence, vous ne pouvez pas vous consacrer à votre quête intérieure, à votre quête de votre âme. Déjà, d'une part. Et d'autre part, si vous êtes dans un pays où il n'y a plus de ressources, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, bah votre obsession, ça va être de manger. C'est-à-dire, ça va être le besoin premier, primaire. Vous savez, la fameuse pyramide, là, je ne sais plus le nom, vous trouverez le nom. Bah, vous avez la nécessité de vous nourrir et de protéger votre famille. Si vous vivez toute votre vie uniquement obsédé par le besoin de vous nourrir et le besoin de nourrir votre famille, vous ne pouvez pas entamer une vie intérieure, c'est pas possible parce que vos priorités ne seront pas là. Elles sont simplement de survivre dans un milieu hostile. Donc c'est normal qu'une civilisation essaie de créer un milieu qui soit le moins hostile possible pour que l'humain puisse développer des qualités qu'il ne pourrait pas développer s'il était toujours en période de guerre et de conflit. Alors déjà, ça c'est important. C'est pour ça que tant que les spirituels n'auront pas compris que le b.a.-ba, le début de cette affaire, c'est déjà de créer un pays, une société harmonieuse dans laquelle on puisse vivre en paix et que chacun puisse subvenir à ses besoins légitimement et correctement, là, à ce moment-là, vous pouvez entamer une vie intérieure, un approfondissement et gagner en sagesse ensuite. Parce que plus vous avancez dans la vie intérieure et dans la vie spirituelle, plus normalement vous gagnez en sagesse. Parce que vous comprenez de mieux en mieux. Parce que vous approfondissez, vous progressez dans votre connaissance.
Et cette progression dans votre connaissance vous habilite à avoir des responsabilités, et à avoir un pouvoir qui lui est bienveillant. C'est un peu comme ça que devrait se construire la société. Malheureusement, tout ce que je vous dis là, c'est du bavardage, parce qu'on en est loin. Aujourd'hui, on est même à l'inverse de tout ça, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer le chaos pour justement désorganiser le peu qui nous reste de société stable et civilisée, de façon à conduire les gens à être dans une nécessité quotidienne de gagner de l'argent, de survivre simplement, déjà financièrement, mais pas que, survivre matériellement, mais pas que, être dans un système où tout le monde est en insécurité, il va falloir s'organiser pour obtenir une sécurité. Donc on va être obligé de s'organiser et de consacrer beaucoup de temps à établir sa sécurité matérielle et physique. Et puis préoccupé par tout ça, vous n'avez plus le temps de vous consacrer à votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Et c'est ce que veut justement le pouvoir actuel, le pouvoir mondialiste actuel. Parce que si c'était un pouvoir mondialiste bienveillant, moi je suis pas contre, je serais pas contre à la rigueur. Mais le problème c'est que ce pouvoir mondialiste il est malveillant. Et donc il est là pour justement détruire les civilisations qui avaient apporté parfois cette forme d'harmonie, toute relative, mais tout de même. Et puis ils sont là pour casser chez l'humain toute perspective d'évoluer intérieurement. Donc il y a une volonté vraiment une volonté non seulement de soumettre l'homme et de le contrôler, ça c'est une chose, mais il y a aussi une volonté de détruire en lui toute possibilité d'ouvrir cette porte intérieure qui nous conduit à fréquenter notre âme, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est démoniaque, pour ça qu'on utilise ces mots, parce que si on dit que c'est démoniaque, c'est qu'il y a une intention de détruire et d'empêcher l'homme d'avoir accès à sa propre vie intérieure. C'est en ça que c'est démoniaque, vous voyez. Il y a vraiment une volonté, parce que si vous approfondissez et si vous allez sur ce chemin intérieur, vous allez découvrir fatalement une qualité, une lumière que l'ennemi, lui, ne veut pas que vous puissiez y avoir accès. C'est parce que vous avez accès à autre chose, et ça, il veut vous en empêcher. C'est là où se situe, je crois, le combat actuel, si je m'explique bien. Donc, personnellement, si vous voulez, j'ai décidé de quitter la banlieue. J'ai mis beaucoup de temps, parce que ça n'a pas été simple à faire. Et je voulais vivre dans cette campagne et fuir l'agitation pour entamer cette vie intérieure, cette méditation. Et volontairement, je suis seul et je veux rester seul pour justement me consacrer à ce travail de découverte intérieure. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, mais c'est nécessaire si je veux progresser. Sinon, je serai encore distrait par des personnes qui n'ont pas les mêmes perspectives que moi. Donc ça implique malgré tout une certaine austérité dans un sens, mais pas seulement. Il n'y a pas que de l'austérité, Dieu merci. Mais de l'extérieur, ça pourrait apparaître comme de l'austérité. Comme ça pourrait apparaître, une forme de retrait de la vie. Mais on est obligé de se retirer de l'agitation pour justement ouvrir cette porte intérieure qui est vraiment la clé. Si vous êtes toujours dans l'agitation et dans le divertissement, vous n'avancerez pas d'un pouce. À la rigueur, c'est votre problème, c'est pas grave, mais vous n'avancerez pas d'un pouce. Et si vous n'avancez pas d'un pouce, vous aurez toujours des maladies, mais des maladies psychiques, des problèmes, des dépressions, parce que quand on est dépressif ou quand on a des problèmes de mal-être, c'est souvent qu'on est, qu'on a perdu le contact avec son moi intérieur. Si on garde ce contact avec le moi intérieur, on se rattrape aux branches, même si on a des passages difficiles, mais il y a un moment donné où il y a le fond qui est là, qui nous sauve. Mais sinon, vous êtes ballotté si vous êtes que dans le divertissement et l'accumulation, vous êtes malheureusement ballotté de pathologie en pathologie, qui sont des pathologies psychiques, et puis vous avez après des traitements qui vous sont suggérés
pour rétablir artificiellement un équilibre. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faudrait dire à tous les jeunes couples, tous les jeunes qui se mettent en couple et qui ont des enfants, de prendre justement le temps d'une part d'envisager de se mettre en couple, de vivre ensemble, en sachant que c'est un engagement qui est presque, moi je dirais qu'est un engagement pour la vie, dans un sens, parce que quand vous faites des enfants, vous les avez pour toute votre vie ensuite, donc c'est pas rien de construire à deux, si vous voulez, quelque chose qui aboutisse à mettre au monde des enfants qui eux-mêmes vous suivront toute votre vie. Donc c'est un grand projet, une grande responsabilité. Alors, avant de s'engager, en tous les cas, avant de s'engager dans cette voie-là, il faut un minimum de points d'équilibre pour assumer ça, parce que c'est pas rien d'assumer. Et si vous n'avez pas ces points d'équilibre qui vous permettent d'assumer ce projet-là à deux, d'une part de vous marier, de vous mettre ensemble et ensuite d'avoir des enfants, eh bien vous allez mettre au monde une famille chaotique. C'est-à-dire vous allez faire des enfants dont l'éducation ne sera pas équilibrée parce que vous n'aurez pas, vous, les atouts pour apporter cet équilibre. Et d'autre part, si la construction de votre couple n'est pas assez forte, eh bien ça conduira à une séparation, à un divorce, et donc ça sera un chaos dans votre famille parce que les enfants vivront peut-être mal la séparation de leurs parents. Et ça va les déstabiliser eux, et ça va faire parfois ça fait des dégâts en chaîne, c'est-à-dire qu'eux-mêmes refont les mêmes erreurs que leurs parents et reproduisent les mêmes effets. Donc ça projette, le chaos engendre le chaos. Et donc ça commence par la base familiale, l'équilibre d'une société. Et comment c'est la base familiale? C'est quoi? C'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui vont eux-mêmes se mettre à avoir un projet. Et ce projet-là, il faut le prendre très au sérieux. Il ne faut pas le prendre à la légère comme on fait aujourd'hui. Il faut le prendre très au sérieux et se dire que, voilà, il faut dire aux jeunes, ben voilà. Puis il faut tout dire. Il faut tout préparer. En disant, voilà, vous avez actuellement il faut savoir que, moi je ne sais pas, mais j'aurais en face de moi des jeunes qui voudraient se mettre ensemble, je leur dirais, bon aujourd'hui, vous avez tous les deux une attirance physique et vous avez une vie sexuelle intense. Mais sachez que cette vie sexuelle et cette attirance physique va s'étioler avec le temps, en général, et que vous aurez peut-être plus les mêmes besoins, comment dire, la même attraction l'un pour l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être vigilant, parce que vous allez avoir ailleurs, tout ça, puis c'est là que vous allez commencer à créer un problème. Donc, déjà mettre les jeunes en face des réalités, qui sont des réalités de la vie. Il faut aborder ces sujets-là, c'est bien de les voir, les anticiper. Les anticiper, vous savez, ça facilite énormément les choses. D'une part, ça permet à un couple de garder le contact et de garder le dialogue concernant toutes ces questions intimes, qu'il ne s'agit pas d'en faire un déballage, mais qui font quand même partie de la vie et qui ont des incidences sur la vie d'un couple. Je sais de quoi je parle. Et donc, du coup, vous avez donc certainement je pense qu'il faut mettre tout sur la table quand on débute un projet de mariage, en disant voilà, il va se passer peut-être pas, mais il y aura peut-être ces passes difficiles, 40 ans, 50 ans. Et la ménopause, toutes ces questions. La femme qui a un enfant n'est plus dans l'homme n'a plus peut-être les mêmes, je sais pas, mais niveau sexualité, ça peut transformer l'équilibre sexuel entre la vie d'un homme et d'une femme à partir du moment où une femme a des enfants. Puis ensuite, il y a le corps qui change, tout ça. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont changer. Alors donc, si vous avez si votre couple n'est basé que sur ça, ça risque de tomber. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'engager dans ce genre de discussion avec les jeunes couples pour les préparer à une vie. Et la vie, c'est ça. C'est un serpentin qui passe par des phases qui sont souvent difficilement anticipables, mais dont, avec l'expérience, on a quand même des catégories qu'on peut déjà envisager, dans les pièges dans lesquels on peut tomber. Ça solidifiera le couple, parce que le but c'est de solidifier le couple, c'est de faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout de son aventure.
de lui permettre d'apporter lui-même à ses enfants cette connaissance. Et comme ça, les enfants baignés par cette connaissance aborderont aussi la vie avec une forme de maturité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, je fais exprès d'aborder ce sujet-là. Vous voyez, c'est parce que le fait de marcher, il faut les envisager, ces questions-là. Et donc, c'est très important tout ça. C'est comme ça qu'on crée une civilisation où vous avez des bases solides, mais ça passe par la connaissance. Mais pas la connaissance intellectuelle, la connaissance de la vie. La connaissance et on a les outils pour ça. Mais malheureusement, on ne les utilise pas. Bon, ah ben voilà. Non, je crois que c'était le chat, je crois que c'était Cannelle. Il y a un cavalier qui arrive. Bon, ben je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à bientôt. Strings play soft in shadows dark, echoes in the silent park. Harm stands proud with heavy heart in the night, just a spark. Harper sings ancient tales. Secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Home, starboard mutters call through the halls, echoes rise and fall. Home, in the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders why. Gentle wind that seems to sigh, home whispers his goodbye. In the dark where shadows play, home remembers yesterday. Notes that weave through time and space. Home looks up, finds his place. Home, starboard mutters call through the halls, echoes rise and fall. Home, in the night he stands, holding on with trembling hands. Il a tout mangé, hein.